Et c'est l'heure de passer au livre de la semaine, direction notre studio parisien où nous allons retrouver Michel Topman. Michel Topman, bonjour. Vous recevez aujourd'hui Didier Lesky, le titre de son livre, L'Islam de France. Bonjour Valérie. Écoutez, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Didier Lesky. Bonjour Didier Lesky. Bonjour. Alors, vous êtes actuellement directeur général de l'Office national des migrations, donc vous êtes un haut fonctionnaire. Et ça fait, disons, 10 ans que vous travaillez autour de la question de l'islam de France. De France, oui. Parce que vous dites de France et pas l'islam en France. Oui. C'est d'ailleurs le titre de votre livre. Et ça, j'ai remarqué que dans votre livre, il est indiqué quelque chose de positif par rapport à l'islam, puisque vous parlez de l'islam de France, donc qui est intégré à la France et à la République, mais en même temps, il y a quelque chose de négatif, c'est misère au pluriel de l'islam de France. Et il y a 13 chapitres où vous déclinez misère de l'islamophobie, misère des imams, misère des mosquées. Alors, est-ce que tout est négatif quand on parle de l'islam? Non, tout n'est pas négatif, bien sûr. En particulier, ce qui n'est pas négatif, c'est que la situation concrète des fidèles musulmans ces 30 dernières années s'est considérablement améliorée. On était à 1500 lieux de culte au milieu des années 90, on est aujourd'hui entre 2700 et 3000. Le culte musulman a connu en France un dynamisme immobilier extrêmement important, grâce en particulier aux collectivités locales, à l'État. On peut dire que l'islam des caves, c'est terminé. Et ça, c'est positif. L'islam des caves, c'est terminé, mais par exemple, vous êtes hostile à un financement de l'étranger. C'est ce financement de l'étranger qui aurait permis à l'islam de s'instaurer en France et de se développer? Alors, ça dépend des communautés. Il y a des financements étrangers. Je pense par exemple à l'État turc, qui est le premier propriétaire de mosquées en France. Mais l'essentiel des lieux de culte a été construit grâce aux dons des fidèles. Mais il y a des grandes mosquées qui ont bénéficié de l'aide de donateurs de pays du Golfe, de l'Algérie, du Maroc. Et ça a permis de stabiliser ce paysage. Mais un financement de pays étrangers, c'est forcément un financement qui favorise l'islamisme ou pas? Non, pas nécessairement. Je crois qu'il faut différencier ce qui est l'ordre de l'investissement et de l'ordre du fonctionnement. Ce qui peut favoriser l'islamisme, c'est plutôt la venue d'imams étrangers qui auront un discours radical et qui, à ce moment-là, favoriseront l'islamisme. Mais c'est plutôt le fonctionnement quotidien qui favorise l'islamisme. La littérature, le fait que des livres viennent, par exemple, de pays du Golfe avec des propos qui sont très loin de notre système, je dirais, juridique et de nos valeurs. Vous êtes assez original dans les débats actuels en France par rapport à l'islam, puisque d'un côté, vous rejetez ceux qui disent que les musulmans sont persécutés, et par exemple ceux qui disent que la situation des musulmans en France est similaire à celle des juifs dans les années 30. Oui, Et en même temps, vous ne dites pas qu'il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je dis que cette comparaison-là est là pour le coup une faute morale et intellectuelle, parce que l'ensemble des politiques publiques, et en particulier des politiques de l'État, c'est justement de lutter contre les discriminations, de favoriser la pratique du culte, parce que ça fait partie des garanties qu'offre la République. Et j'ajoute même qu'on n'imagine pas au milieu des années 30 un président du Conseil expliquant par exemple pour lutter contre l'antisémitisme, qu'il va nommer un préfet juif, alors que Nicolas Sarkozy, on peut discuter de la mesure, nomme un préfet musulman parce qu'il pense que comme ça, il va aider à lutter contre les discriminations. Donc ce parallélisme qui est fait par un certain nombre de commentateurs, je crois qu'il a en plus, au-delà de la faute morale, des effets d'augmenter l'antisémitisme, parce qu'il y a une sorte d'envie à la fois victimaire, d'envie de comparaison avec quelque chose qui est incommensurable. Oui. Alors, dernier thème, et le plus important peut-être, c'est les solutions, c'est l'avenir. Alors par exemple, vous dites une chose intéressante, mais qu'il faut expliquer, vous dites qu'il faudrait un abbé Pierre des musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que pratiquement, sur le plan concret, les responsables musulmans fassent la démonstration qu'ils sont capables de prendre en charge notre commune humanité. Hein. Et je reprends la figure de l'abbé Pierre, parce que l'abbé Pierre, il était en soutane, mais on ne pensait pas, personne n'imaginait qu'il se battait pour le seul logement des catholiques. Et donc, il faut, au-delà de la théologie, montrer très concrètement qu'on est capable de dépasser sa communauté religieuse et qu'on est capable de considérer l'autre, même s'il n'est pas musulman, dans des actions concrètes. Ça veut dire se préoccuper, les prendre en charge et montrer à partir de là qu'au-delà des différences religieuses, eh bien, on appartient à une même humanité. Et c'est ça que j'appelle l'islam social nécessaire à l'islam de France, pour montrer justement qu'il est capable de, par son action immédiate, concrète, être à l'égal de tout le monde,
Didier Lesky, je vous remercie. Merci à vous. Voilà, Valérie, c'était intéressant. Et pour les auditeurs, les téléspectateurs qui veulent poursuivre le débat, il suffit d'acheter le livre de Didier Lesky, Misère de l'islam de France, aux éditions Cerf. À bientôt Didier Lesky, à bientôt Valérie.